chers collègues, bonsoir à tous et à toutes. Je propose que nous commencions la séance de ce jour. Alors, il m'appartient de désigner un secrétaire de séance. Eh bien, je vais proposer M. Michel Gard, qui en accepte l'honneur et la responsabilité. Si tous nos collègues sont d'accord, je me soumets au vote. Alors, je voudrais juste attirer votre attention, que vous savez désormais, le conseil municipal est filmé. Un élément qui mérite d'être amélioré et suppose que nous fassions tous un effort, c'est la captation, car c'est comment dirais-je, vous m'entendez dans le public ou je parle un peu plus fort, c'est ça? Oui. D'accord. Alors je vais parler beaucoup plus fort avec ma voix de baryton. J'invite nos collègues, mais aussi les personnes qui sont dans la salle, à faire le moins de bruit possible, parce qu'en fait, les bruits d'ambiance viennent affecter et impacter nos modestes contributions. Voilà, donc pour nos concitoyens qui peuvent être des nôtres et qui suivent nos travaux par le biais d'Internet, voilà, ça sera un petit plus. L'amélioration du son nécessiterait des micros individuels. C'est compliqué techniquement et surtout coûteux. Voilà, donc merci d'avance. J'essaierai de m'appliquer cette règle. Alors, premier élément sur les lectures des pouvoirs. Donc, M. Alain Vallot donne pouvoir à M. Claudie Pratola. M. Antoine Franzy donne pouvoir à M. Marc Dumont. M. Olivier Jacob donne pouvoir à votre serviteur. Madame Marie-Christophe Trouvé donne pouvoir à Madame Ginette Moreau. Madame Magnifico donne pouvoir à Monsieur Carassus. Et Madame Chevier donne pouvoir à Monsieur Chalot. Et je crois que Monsieur Vallot, mais ça a été compliqué, qu'il nous avait envoyé un mail et je voulais indiquer. Alors, premier sujet, premier rapport à l'ordre du jour de notre conseil municipal concerne l'approbation des procès-verbaux, alors certes qui datent, pour les raisons que vous savez, du 15 mars, 25 mars, 3 mai, 7 juin et 28 juin. Donc, chers collègues, avez-vous des remarques ou des questions concernant les comptes rendus des derniers conseils municipaux? Il n'y en a pas, je vous remercie. Je dois soumettre au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Ensuite, nous passons alors pour une demande de déclaration d'utilité publique. Je pense que la parole est à M. Henri Mérignac. Oui, une demande de déclaration d'utilité publique en vue de l'acquisition d'une parcelle pour compléter l'assiette foncière pour la réalisation des 90 logements, résidence Chemin Vert, rue Foch. Donc il y avait une petite parcelle qui n'appartenait pas à la commune, on s'en est aperçu après. Et donc cette petite parcelle de 29 mètres carrés, la parcelle AC 592, qui faisait à l'origine partie du terrain, n'a pas fait l'objet d'une vente à la commune. Sa maîtrise permet de donner une cohérence certaine au projet, on s'en doute. Et le problème, c'est que le propriétaire du terrain n'est pas aisément identifiable en raison d'une succession non réglée. Donc, ce qui vous est demandé, c'est de solliciter, donc de déclencher la procédure de déclaration d'utilité publique, et de façon à ce que la ville puisse acquérir cette parcelle et donner une cohérence à l'ensemble du terrain. Alors, il n'y a rien de construit dessus par rapport au projet, mais il est évident qu'il faut quand même acquérir cette parcelle. Donc, ce qui vous est demandé, c'est de faire une déclaration d'utilité publique, donc de solliciter de Madame la préfète de Célimare l'ouverture d'une enquête publique en vue de déclarer d'utilité publique l'acquisition du terrain dont je viens de parler. Merci, M. Mérignac. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques concernant cette délibération et cette sollicitation afin d'ouvrir une enquête d'utilité publique? J'y parviens. Non, alors je soumets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Excusez-moi, M. Chalot.
suis au conseil d'administration de TMH, donc je m'abstiens. Très bien. Donc Tu participes. il faut qu'il indique qu'il ne participe pas au Je ne participe pas au conseil. Très bien. LPPV. Acronyme connu. Très bien. Donc, une non-participation au vote de M. Chalot-Escalité. Je vous remercie. Donc, elle était à l'unanimité. Acquisition, toujours M. Mérignac, concernant l'assiette foncière sur l'aménagement Jument Blanc sur Clos Saint-Martin. Alors, dans le cadre de l'aménagement de la zone du Clos Saint-Martin, la convention signée avec la commune a prévu la rétrocession des voiries réalisées par l'emménageur. Donc ça a été chose faite, mais on s'est aperçu qu'il s'agissait de régulariser une petite parcelle que vous trouverez au niveau du plan joint avec la libération, et donc d'acquérir cette parcelle à titre gratuit dans le cadre de l'ensemble de la cession des garnis. Donc ce qui vous est proposé, c'est d'acquérir à titre gratuit cette parcelle auprès de la société SCN d'aménagement du Clos Saint-Martin. Cette parcelle a une surface de 117 mètres carrés. Et la vente serait reçue par maître du Mans et les frais sont à la charge de la commune. Très bien. Merci Mérignac. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? Il n'y en a pas, de toute évidence, aucun n'aura en émoi. Eh bien, je mets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Avec ou sans vos pouvoirs, mesdames et messieurs? C'est sans pouvoir. Sans pouvoir. Donc, est-ce que vous avez la gentillesse de relever ce joli bras droit que chacun... J'en compte 4, aussi élégants les uns que les autres. 4 abstentions, je vous remercie. Y a-t-il des votes contre, pardon? Que je ne dis pas. Adopté. Alors, cette fois-ci, nous passons à une délibération qui va être rapportée par M. Michel Gard sur le schéma de distribution d'eau potable que nous avions adopté de longue date. M. Gard, vous avez la parole. Il s'agit d'arrêter le schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies pouvant être desservies par le réseau de distribution d'eau potable. Voilà, au-delà du périmètre qui va être défini ce soir, toutes les extensions et les raccordements seront à la charge du demandeur. C'est ce qu'on appelle un esprit de synthèse déroutant. Ah. Donc en d'autres termes, cette adoption s'inscrit dans la réflexion qui est conduite par notre collègue Henri Mérignac, d'adoption a priori en 2013 du PLU, du plan local d'urbanisme. Et parmi les éléments qui participent de la constitution de ce PLU, il y a le schéma de l'eau, en gros, là où nous avons la responsabilité d'assurer l'approvisionnement en eau, même si ensuite, comme vous le savez, nous le déléguons à un opérateur. Alors, y a-t-il... Est-ce que c'est... Je m'adresse à notre collègue, M. Pratola, parce que je sais qu'il était un petit peu interrogatif sur la taille du plan. Est-ce que cette fois-ci, ça vous semble suffisamment lisible, M. Pratola? On m'a fourni des documents. Voilà, non mais je m'en félicite parce que vous l'aviez évoqué pendant la réunion des présidents. C'est vrai que la première version méritait un triple foyer comme votre serviteur. Je voulais juste m'en assurer. Voilà, donc c'est le périmètre qui détermine voilà, la compétence qui nous est dévolue. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? Je mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Eh bien, comme il aime à prendre la parole même de manière synthétique, toujours pour M. Gard, peut-il nous parler des travaux de rénovation de l'éclairage public? Alors le CIESM a voulu marquer sa volonté dans le sens des économies d'énergie, en particulier de l'éclairage public, de mettre en exemple dans toutes les communes adhérentes, d'installer des foyers à basse consommation. Basse consommation, pourquoi? Parce que tout se dit, y compris éteindre la nuit, enfin il y a tout un tas de solutions. Et aujourd'hui, il existe des techniques qui permettent de faire des économies d'énergie sur lequel le chevreau du CIESM présente le matériel. Donc le but, c'est de pouvoir... Alors, le CIESM, dans ce cas-là, a proposé, et normalement, on a lancé déjà une consultation,
d'installer gratuitement, je dis bien gratuitement, dans chacune des communes adhérentes, soit 10 foyers, soit 5 candélabres complets. Volpénil en profite puisque nous on aimerait bien récolter 5 candélabres complets. Donc le but c'est d'autoriser le CIESM à lancer la consultation auprès des fournisseurs pour pouvoir installer ces 10 foyers d'éclairage public dans les communes. Ça représente un montant quand même important puisqu'il s'agit d'un compte 1,2 million. 1,2 million subventions ADEME comprises. Par contre, on récupérera le certificat d'énergie. Pour l'ensemble du programme, monsieur Gare. Pour l'ensemble du programme. Non, pas pour la ville, pas pour la ville. Mais pour nous, c'est gratuit. Voilà. Donc, ça coûte rien, ça vaut le coup, on essaye et puis on verra ce que ça donne après. Les gens, je pense que les gens seront séduits par ce qu'on peut leur proposer. Voilà. Bien. Et de l'avantage et de l'intérêt d'avoir monsieur Gare au sein de ce syndicat, puisqu'il a le sens que de défendre les intérêts de Volpénil. Y a-t-il des questions sur cette délibération mineuse? Il n'y en a pas, je vois que la lumière est faite, je le mets aux voix. Ouais, je me lâche un peu sur les ce soir. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? D'où l'unanimité pour M. Gare. C'est grave. Merci beaucoup. Alors, une délibération très importante nous confiée à Pierre Carassus concernant la convention avec France Télécom Orange. Voilà. Alors, peut-être qu'il y aura, par rapport à cette délibération, une situation plus interactive que pour le reste. Nous avions dit que nous ferions tout pour avoir le haut débit. On a, dès 2008, travaillé au niveau de l'équipe municipale. Depuis des années, on travaille lors des réflexions de route, on met des courants en place pour que, effectivement, on puisse équiper éventuellement la commune en fibre optique. On avait fait une étude pour aller vers, je dirais, une mise en place de la fibre optique dans la commune. Et on s'est heurté à un contexte juridique très compliqué, qui fait qu'en définitive, sous prétexte de respect de la loi de la concurrence, on avait beaucoup de difficultés à entreprendre quoi que ce soit. Nous n'étions pas les seuls, et si bien que sous la pression de pas mal de communes, le gouvernement, de l'époque, sans aller vers une mise en place de dispositifs assez contraignants, a malgré tout pris quelques dispositions et en 2011 a lancé un appel à déclaration d'intention auprès des opérateurs pour équiper en fibre optique, donc en très haut débit, un certain nombre de communes ou de communautés de communes. Notre département a été assez rapidement, semble-t-il, l'objet de propositions, dans la mesure où les opérateurs se retrouvaient devant une démarche qu'ils ont sabotée d'ailleurs du Conseil général, qui voulait travailler avec les communautés de communes et notamment pour faire en sorte que les plus petites communes qui intéressent moins les opérateurs que les grosses communes puissent être équipées. Résultat, donc en 2011, il y a eu une proposition, c'est la proposition de France Télécom qui a été retenue par l'État, en fait par la structure mise en place par l'État. Le contenu de cette proposition, à l'époque, on ne l'avait pas. Vous voyez dans les documents et dans les annexes qu'on vous a remis que ces documents sont classés confidentiels, secrets des affaires. Ce n'est qu'aujourd'hui, c'est-à-dire le 20 septembre 2012, que maintenant que les choses sont engagées, ou presque engagées, que l'on a effectivement une traduction de l'évolution des propositions de France Télécom. Alors, au départ, au niveau de la communauté d'agglomération, on ne peut pas dire que nous arrivions à convaincre nos collègues qu'il serait bien que la communauté d'agglomération prenne la compétence au débit.
c'est ce que nous avons proposé. Je vous rappelle d'ailleurs qu'on l'a fait à l'unanimité lors d'un débat que nous avions eu au milieu de l'année 2011 sur des propositions économiques à faire à la communauté. On a fait ces propositions non pas pour échapper à nos responsabilités, mais parce que la compétence économique, c'est la communauté qui l'a, et qu'effectivement, elle était mieux à même de peser sur les opérateurs, ou l'opérateur qui a été retenu par la structure mise en place par l'État, et qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, France Télécom Orange. Donc, vous voyez dans les annexes qui vous ont été fournies qu'au départ, dans la proposition qui a été remise par France Télécom Orange à la structure qui établissait les calendriers AMI, il était prévu que le démarrage de la fibre optique à Volpénil commence en 2015 et se termine en 2020. On a donc obtenu que la communauté se donne début 2012, mars, je crois que c'était la compétence, et nous avons voté ici pour amener, pour qu'effectivement cette compétence soit confiée à la communauté. Et le fait que cette compétence ait été transmise à la communauté a permis à la communauté de renégocier l'agenda ou le calendrier qui avait été prévu par France Télécom. Cette renégociation a consisté à prévoir, je n'ai pas les termes techniques, mais je vais le dire à ma façon, un dopage du haut débit à travers le cuivre pour certaines communes en les équipant d'armoires, et pour d'autres, donc d'aller vers la fibre optique, la montée en débit dans certaines communes. Et donc nous avons obtenu d'être dans les premiers équipés en fibre optique, et donc en définitive, comme vous le voyez dans le tableau qui nous ont été remis, la fibre optique à Volpénil commencerait en 2013 pour se terminer en 2015. Pour se terminer en 2016, mais en 2015, on arriverait à couvrir 93% du territoire de la commune. En 2013, il est indiqué que c'est 41%, mais après une bataille menée par notre maire au dernier bureau de la communauté, nous avons rencontré aujourd'hui France Télécom Orange. Nous avons obtenu que la zone industrielle soit équipée dès 2013. Donc ça augmente à peu près de 7%, puisqu'il y a 300 ou 350 connexions possibles, étant entendu qu'aujourd'hui, sur la zone industrielle, il y a, à travers un réseau qui a été mis en place par le Conseil général, une douzaine de grosses entreprises qui sont reliées à une fibre optique d'entreprise qui est un peu différente, non pas au niveau des conducteurs, mais au niveau de l'arrivée, parce qu'en définitive, c'est une sorte d'autoroute qui arrive directement dans les grosses entreprises et qui est reliée à, je dirais, toutes les connexions possibles. Alors que pour la fibre optique qui va être mise et chez les particuliers, dans les habitations ou les immeubles, la borne d'arrivée ou l'armoire d'arrivée dessert 300 franchements possibles. Donc la fibre optique qui va être installée par France Télécom sur la zone industrielle sera une fibre optique qui desservira les 300 entreprises si elles souhaitent s'abonner, de la zone industrielle. Donc ça ferait à peu près 48% qui seraient équipés dès 2013, 48% des possibles abonnés sur la commune, 68% ou 67% pardon,
dès 2014 et 93% en 2015. Des foyers. Des foyers, voilà. Foyers plus, c'est ça que je disais, branchement possible, plus les 300 entreprises qui pourront, si elles le souhaitent, se brancher. Alors, le branchement coûterait lorsqu'il n'y aura pas de réseau aérien au sein du client potentiel, déjà, je ne me rappelle plus, je l'ai noté quelque part, 99, et lorsqu'il y a de l'aérien, 200 et quelques... 249. 249, bah oui, merci. Pourtant, j'avais bien fait. Moi, j'avais appris par cœur depuis hier soir. 99 et 249, voilà. Alors, il nous faut donc, si vous en êtes d'accord, passer une convention avec France Télécom. Celle-ci, bien sûr, est faite en coordination, ou cette démarche est faite en coordination avec la communauté. Nous suivrons de notre côté, mais il y aura un comité de suivi au niveau de la communauté avec un référent. On vous propose que ça soit Dominique Gassin qui a cette responsabilité. Et donc la délibération vise à autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention. Merci, monsieur le premier adjoint, de cet exposé exhaustif et de cette belle nouvelle, très belle nouvelle pour notre commune. Et vous avez eu la gentillesse d'évoquer le combat que nous avons mené. Voilà. C'est très sympathique d'indiquer que nous avons mené la bataille au bureau communautaire. Voilà. Je rappelle que la réflexion est d'abord née au sein de la majorité municipale, au sein du bureau municipal, qui nous a donné mandat. Et il faut reconnaître aussi, parce qu'il faut être bon prince, que nous avons trouvé un écho auprès de la communauté d'agglomération et de son président, mais aussi de l'opérateur. Voilà, parce que faut savoir partager les bienfaits, mais pour autant, cette bonne nouvelle, dans une ville aussi attractive que la nôtre, pour ceux qui en douteraient, elle doit s'accompagner de prudence. Parce qu'aujourd'hui, entre la délibération, l'intention et la concrétisation, nous devrons rester mobilisés pour nous assurer de l'effectivité et de la concrétisation de cet engagement. On a gagné un peu de temps cet après-midi à la faveur d'une négociation. Voilà. Peut-être pourrons-nous encore, je l'espère, gagner du temps, car tout ça est aussi intimement lié. Et nous serons vigilants à ce qui est inscrit dans la loi de finances qui est en cours d'examen au Parlement, sur les crédits aussi d'État dévolus à ces questions du très haut débit, puisque pour l'heure, c'est financé sur les fonds propres de l'opérateur, dont je rappelle tout de même qu'il comporte encore des acteurs publics, puisqu'il y a une partie du capital qui reste public. Donc, nous pouvons peut-être espérer une évolution de la législation en la matière, et je l'espère, de nouveaux concours. Je pense notamment au grand emprunt qui avait été lancé en son temps, il faut aussi le reconnaître et le rappeler, qui a permis aussi ce déploiement. Donc, patience, mais nous allons y arriver, car chez nombre de pays vauxois, c'est difficile, c'est délicat, il y a de nouveaux usages, de nouveaux modes de consommation, des triple plays, puisque maintenant on peut cumuler 3 offres, mais il restera encore, sur les 2 ans qui viennent, pour certains encore des moments de zone grise avec tous les zones blanches, puisqu'il restera, il faut qu'on arrive à 94 ou 97% de mémoire, voilà, à la marge, quelques retournements sur lesquels il faudra aussi agir pour que le 100% soit totalement acquis. Voilà, donc je suis certain que nous allons tous nous féliciter et voter d'un seul homme pour la signature de cette convention. Y a-t-il des questions ou des remarques concernant cette délibération? M. Pratola, vous avez la parole. Nous, en ce qui nous concerne, nous sommes satisfaits de cette avancée. Hein. C'est la moindre des choses, puisque nous réclamions un corps et un cri depuis assez longtemps. Surtout à cri. Un corps aussi, pour aider les déplacements. Ce que nous aimerions savoir, c'est, parce que quand on parle d'un taux de 41%, c'est quelle zone? J'ai cru comprendre que c'était d'abord la résidence du château. J'ai cru comprendre c'est ça. Donc la résidence du château et aussi la zone industrielle.
Mais si vous voulez, la zone industrielle, c'est pas un foyer comme on l'entend, un foyer avec une famille. Ce sont des branchements. Voilà. Mais l'immense majorité des pays vauxois peuvent espérer, si tout marche bien, et on va être vigilant, vous l'êtes, puisque je viens de le dire, nous on le sera aussi derrière pour voir si tout va bien. Sinon on le dénoncera, comme vous le dénoncerez certainement au niveau de l'agglomération, si ça ne se poursuit pas. Mais si vous voulez, l'immense majorité des pays vauxois, c'est prévu pour 2015-2016 à la fin. Quoi. Non, monsieur Platola, vous avez manqué d'attention sur ce coup-là, ce qui n'est pas votre genre. Alors peut-être pour répondre sur les géographies, peut-être Pierre, oui. Et puis on reprécisera, monsieur Platola. Alors, il y a la résidence du château, mais une partie du haut de Volpenil, puisqu'à à peu près le premier tiers de la rue de la Baste et autour de la rue de la Baste qui sera réalisé, et puis les nouveaux quartiers, plus la zone industrielle. Alors tout à l'heure, vous avez dit que vous réclamiez accord et la crise, et j'ai vu que vous aviez dit à tort. Non, accord. Accord. D'accord, bon. D'accord. Parce que ce que vous auriez dû faire, si vous aviez des réclamations à faire, ce n'était pas à l'égard de l'équipe municipale, mais c'est à l'égard du pouvoir qui a laissé, c'est ce que j'ai essayé de vous dire au départ, qui a laissé les opérateurs ne rien faire pendant des années. Pourquoi? Les opérateurs, on nous a montré la carte de la façon dont le haut débit est diffusé dans la commune aujourd'hui. Je fais partie, il y avait des points bleus pour ceux qui étaient le mieux lotis, des points marrons, et puis des points verts pour ceux qui étaient vraiment mal desservis. Je fais partie des 15 points verts. C'est fait exprès. Moi aussi. Non, à moins que vous ayez changé de lieu de résidence, comme je ne surveille pas où vous habitez, c'est possible, mais si je crois savoir où vous habitez, non, vous n'en faites pas partie. Et donc, on avait des opérateurs qui n'avaient aucun intérêt à bouger. Donc on pouvait entreprendre ce qu'on voulait, et c'est ce qu'on a fait. On a fait une étude, on a essayé de... On a équipé la ville, chaque fois qu'on faisait des routes, comme je l'ai dit tout à l'heure, on plaçait des fourreaux d'attente, etc. Donc on avait des atouts, d'ailleurs l'étude l'a bien montré, mais prendre l'initiative au niveau de la commune, on ne pouvait pas, parce qu'on se mettait en concurrence avec les opérateurs, lesquels opérateurs n'avaient aucun intérêt à agir, puisque aujourd'hui, à part le prix du branchement, mais comment dirais-je, le haut débit, vous n'allez pas le payer plus cher que le très haut débit qui va venir à travers la fibre optique, vous n'allez pas payer plus cher votre abonnement qu'aujourd'hui. Donc il n'avait aucun intérêt à agir. C'est la pression, il y a une association de communes qui s'est mise en place. Moi j'ai pris contact aussi, et on avait pris contact avec d'autres élus, etc. Il y a eu une pression qui a été faite, et effectivement le gouvernement a fini par bouger et a lancé cet appel, non pas à concurrence, à déclaration d'intention. Ce qui veut bien dire ce que ça dit, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune contrainte qui est donnée aux opérateurs. Ils ont été sélectionnés par rapport aux déclarations d'intention, mais quand vous passez un marché, quand on fait un appel à concurrence au niveau de la commune, on met en place un cahier des charges. Là, on s'en remet au bon vouloir des opérateurs. Ce qui a changé, et pour l'instant, qui nous a été dit tout à l'heure par France Télécom, on ne pourra bouger les choses que pour 2014, parce que pour 2013, ce qui va être arrêté va être communiqué à l'ARCEP. Et l'ARCEP communique, qui est la structure de régulation au niveau des opérateurs de géocommunication, et l'ARCEP va communiquer tout cela aux fournisseurs d'accès. Ce qui veut dire quoi? C'est que les fournisseurs d'accès, demain, s'ils savent que chez M. Pratola, il va y avoir la fibre optique,
il doit venir taper chez M. Poitola et lui dire, dis donc, vous êtes, mais moi demain, avec la fibre optique, je vais vous apporter cela. Voilà. Donc, il y a quelque part, il y a une petite contrainte qui va exister et qui va faire que, effectivement, ce qui a été prévu en 2013, on est sûr que ça... il y a de grandes chances, parce que ça crée des difficultés, y compris sur le plan commercial, que ça soit réalisé. Par contre, pour 2014, on peut encore obtenir un peu plus, mais parce que on a posé la question, monsieur le maire a posé la question tout à l'heure au représentant de France Télécom, et effectivement, il y a peut-être, on a bien obtenu la zone industrielle en plus alors que ça n'était pas prévu. On verra si on y arrive. On ne peut pas vous le garantir, ça dépendra pas simplement que de nous. Alors voilà, moi je crois que, disons, par rapport à tout cela, lorsque en 2014, de toute façon, on aura, c'est sûr, l'équipement de 67% si on intègre 67-68 si on intègre la zone industrielle. Bien, lorsque en début 2014 ou fin 2013 va être communiqué le plan, les secteurs qui seront concernés, c'est la même chose que ce que je disais pour 2013. Donc, moi je pense quand même qu'il y a, disons, un processus qui s'est mis en place, qui n'est pas totalement satisfaisant, mais qui nous permet d'avancer. Et je termine là-dessus. Je pense que, disons, on pouvait crier les uns et les autres à corps et à cri, ou s'époumoner, faire toutes les pressions qu'on voulait. Ou à eux et à dire. Oui, mais si on n'avait pas obtenu que la communauté s'engage, dans un premier temps, quand on était équipé en 2015-2019, parce que qu'est-ce qui se serait passé? Parce que c'est ça qui était prévu. Les grosses communes étaient équipées et venaient après les petites communes. Et c'est la négociation qu'on a pu faire au sein de la communauté qui a fait qu'effectivement, bien, on a gagné 4 ans, hein, ce qui n'est pas négligeable pour les habitants de Volpénine. Est-ce que si vous permettez, vous voulez prendre la parole peut-être, M. Poitola? Non. Ce qui est important de rappeler, c'est que c'est vrai que le plan de déploiement va se réaliser jusqu'en 2019 à l'échelle de l'agglomération. Donc, je dirais pas que tant que ce n'est pas fait, il faut se féliciter, il ne faut pas crier victoire. Nous aurons l'occasion de fêter cela lorsque nous serons raccordés, nous aurons réalisé le taux proche des 100%. Mais pour certaines communes, il est déjà acquis qu'elles aient fait le choix de la montée en débit ou de la fibre optique, donc la FTTH. Elles ne pourront, je dirais, réaliser les 100% qu'à l'échéance de 2019. C'est pour ça que ce qu'on pourra vous produire à toutes et à tous, c'est la cartographie, comme le disait Pierre Carassus, qui sera livrée à l'ARCEP. C'est celle qui fait foi, c'est le document opposable qui nous donnera quelques certitudes. À la rue près, et nous publierons, à la fois sur notre site, mais aussi dans Reflet, bien sûr que nous donnerons d'abord, c'est la règle aux conseillers municipaux, parce que même ont leur propre vie et leur propre mode de communication. Donc ça, j'ose croire que dans les quelques jours, voire semaines à venir, nous serons en capacité d'avoir copie du document, une fois que nous aurons délibéré, de la convention signée adressée à Orange. Donc à la rue près, puisqu'en fait, ce que nous ont expliqué les techniciens de France Télécom, c'est que ce n'est pas un travail en chambre, c'est vraiment un travail sur le terrain que j'appelle un piquetage, je crois, qui permet de vérifier les lignes qui peuvent être raccordées. La conquête sur le parc d'activité. Ce qui a aussi contribué à ce que France Télécom intègre, c'est quelques mois, vous le saviez, de travail que nous avons mené sur une opération alternative. Elle était sincère, mais aussi un peu machiavélique. Sincère au sens où nous avons cherché un opérateur qui put installer une boucle hertzienne à partir de la fibre qui a été installée par le département, dont l'opérateur était sémaphore, et par des simples relais d'antenne, on aurait pu offrir à l'ensemble des entreprises un débit qui variait entre 5 et 10 mégas. Sauf que, et c'était une des difficultés, c'est que ce ne sont pas, je dirais, des fibres complètement sécurisées et unitaires.
C'est-à-dire qu'il faut être bien conscient que dans la FTTH que nous avons installée sur la zone, elle est d'un débit et d'une qualité équivalente à celle qui sera offerte aux particuliers. Ce n'est pas, alors je fais un peu le spécialiste, mais j'ai révisé ces fiches, des lignes dédiées de point à point qui n'appartiennent, je dirais, qu'à la société. Là, il existe une offre aussi professionnelle auquel les entreprises auront accès. Après, c'est une réalité comptable, c'est que ces sécurisations, ces points à point, ce débit, voire un débit supérieur, coûte un peu plus cher. Donc, cartographie qui vous sera transmise dans les meilleurs délais, et sur le calendrier, je pense que de manière prudentielle, d'envisager 2015 comme conclusion, me semble, et j'espère, nous allons continuer à batailler, j'espère qu'en 2014, nous aurons peut-être davantage avancé. Voilà, en gros, le calendrier dans lequel nous inscrivons. Et dès 2013, je propose que nous rendions compte régulièrement, je demande à Dominique, qui nous représentera au comité de pilotage, de rendre régulièrement compte aux élus en conseil municipal de l'état d'avancement, des bonnes nouvelles comme aussi des difficultés que nous rencontrons. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres... Monsieur Dumont, vous avez la parole. Merci. Je voulais faire le point sur la société, enfin, donc l'opérateur privé Comcable. Comcable qui propose, me semble-t-il, à vol pénible, un bouquet pour un prix intéressant. Moi, je ne suis pas concerné. Alors, j'aurais voulu savoir si on sait quel est le nombre de personnes qui seraient abonnées aujourd'hui à Comcable, peut-être des gens qui ici sont clients. Deuxièmement, qu'est-ce que ça recouvrerait aujourd'hui? Et dans la mesure où cette société privée, effectivement, aurait un nombre de clients important, est-ce qu'on envisagerait peut-être un accord entre Comcable et France Télécom? Et quelle est la durée d'engagement des personnes qui seraient à Comcable, étant donné qu'on est en 2013 ou en 2014, si c'est une durée d'engagement de 2 ans, de 3 ans, ça peut jouer. Voilà. Mais comme je ne connais pas, c'est le sujet, je préférais qu'on en parle. Alors, Comcable, d'abord, c'est un opérateur, comme son nom l'indique, donc qui est un fournisseur d'accès Internet par le câble, voilà, qui est un système qui sera différent de la fibre optique. Moi, je suis incapable, monsieur Dumont, de vous dire le nombre de personnes qui ont souscrit un abonnement, la durée et le prix. Ce que je sais, c'est qu'on pourra vous répondre. La géographie, à la fin du conseil, monsieur, je me permettrai de vous donner la parole, là, je ne vais pas faire une suspension tout de suite. En tout cas, on dispose de la cartographie de desserte de cet opérateur au même titre que numérique. Ensuite, vœu intéressant mais vœu pieux, ce que sera l'accord demain entre les opérateurs, moi je ne peux pas le présager. Ce que je sais, vous constatez comme moi que c'est une lutte effrénée entre les opérateurs de téléphonie mobile, mais aussi de fournisseurs d'accès Internet. Ça va être un double élément, un double critère, c'est la bataille, enfin triple, c'est le débit, le prix et la qualité des contenus. Voilà. Vous savez qu'Orange est à la fois un fournisseur d'accès Internet, mais c'est aussi un éditeur. Même s'il vient de se retirer de l'univers du cinéma, puisque je crois qu'il a renoncé définitivement à être éditeur de ciné, je ne sais plus comment ça s'appelait, je crois que c'était Cinestar ou un truc comme ça. Il se retire insensiblement du monde du football parce qu'il a vu que ce modèle économique ne s'équilibrait pas. En revanche, il ne aura pas échappé, et là, on est sur des offres universelles, c'est que sur les grands, comment les qualifie-t-on, les Google, le Yahoo et autres, il y a désormais une offre de contenu, notamment de chaînes de télévision, qui elles viennent directement concurrencer, et dans ce cas-là, il n'y a plus besoin de choisir un opérateur. Vous avez accès à des éditeurs de contenu en ayant simplement souscrit un abonnement qui peut être de 19,99 et 20,99. Et ça renvoie à la question essentielle du pourquoi la fibre optique. C'est que notre usage et notre consommation de contenu, désormais, passe beaucoup par le net. Or, vous savez que sur une image animée, il y a un débit minimum. Je cite que cet exemple, quand vous assistez à la finale de Roland-Garros entre, pas Yannick Noah, à ce moment-là, il n'en avait pas, mais Rafael Nadal, et par exemple, c'était Djokovic, je crois, cette année. Bon, il faut qu'il y ait un débit minimum de 4 mégas, sans quoi vous avez une image qui est un peu séquencée. Donc, mais pour répondre, on va poser la question à Comcable. Je crois que c'est très marginal, très très marginal à l'échelle de la commune. De toute façon, en bout de course, c'est l'usager qui décide avec qui il va.
Alors si on est complètement complet, Pierre, c'est qu'il y a aussi une chose qui a été évoquée parce que ce n'est pas une opération gratuite pour le consommateur final. C'est à l'instar de lorsque je me branche au gaz, à l'eau, à l'électricité. Voilà. Le prix pourrait évoluer. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui peut se produire dans le champ concurrentiel, parce que c'est Ah oui. un peu, c'est que vous imaginiez que c'est comme lorsqu'on achète un téléphone mobile, vous avez désormais des opérateurs qui vous disent si vous souscrivez un abonnement de 2 ans de tel montant, on vous offre le téléphone. Donc on pourrait imaginer en dehors des collectifs sur lesquels il y a une mutualisation et un moindre coût, que chez les individuels, on dise bah, si vous souscrivez, donc vous changez d'opérateur quand vous n'êtes plus chez chez Free ou que sais-je, et vous allez chez Orange, peut-être vous diront-ils, si vous souscrivez sur 2 ou 3 ans, peut-être vous offriront-ils le raccordement, je dirais, du point rue jusqu'à votre domicile et la pièce que vous élirez. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce point? Peut-être illustrer, vous avez ça. Vous avez dans les pièges, je pense. Oui, donc, à la limite, France Télécom amène ici, un autre opérateur peut venir et desservir les 300 et faire une offre concurrentielle plus avantageuse. Donc voilà, France Télécom couvre toute la commune et donne accès donc pour tout, enfin couvre dans les délais que l'on a indiqués. Mais après, il y a la concurrence qui joue à partir de ce qu'ils appellent le point de mutualisation. Bien. Engagement pris en 2008, engagement tenu. Vous m'accorderez que l'attractivité de notre ville demeure. Et donc je me félicite que vous vous associez à cette réjouissance collective et nous resterons ensemble, au-delà de la boutade, vigilants pour faire en sorte que tout ceci aboutisse et dans les règles les plus accessibles. Je peux soumettre au vote si vous êtes d'accord. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? À l'unanimité de remercier l'ensemble des conseillers municipaux. Bien, du fil à l'eau, il y a toujours un gars. Monsieur Gard, vous avez la parole pour nous parler du CISEM. Je fais exprès pour voir si vous saviez, parce que nous étions en grande discussion avec notre spécialiste du développement durable. Mais je vais parler du CISEM. Vous avez la parole, monsieur Gard. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le CISM vit une période de mutation importante. Alors, je vais en parler un petit peu, je vais faire un peu l'historique. Le département de Seine-et-Marne était auparavant. Pas plus de 2 heures, hein. À la 2 pages. Je vais être moins bref. Il était organisé au travers de 17 syndicats d'électrification rurale. D'importance très variable, ça regroupait les communes rurales ainsi qu'un certain nombre de communes urbaines. Le CIESM, le syndicat des énergies de Seine-et-Marne, qui existe actuellement, a été créé en avril 2007 en application de l'article 33 de la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie par un arrêté préfectoral du 27 avril 2007 qui prévoit la constitution d'autorités organisatrices de la distribution d'énergie électrique au moins départementale. C'est important, hein, au moins départementale. Ces entités détentrices de l'autorité concédante en électrification et exercent d'autres activités de maîtrise d'ouvrage dans le domaine de l'arme des énergies. C'est vrai que le CISM s'occupe également d'autres compétences, en particulier l'éclairage public et le conseil en énergie partagée. Alors, fondé par le syndicat de Melun, le fameux CISEM, et le syndicat de Coulommiers, les 2 syndicats les plus importants en superficie et en population. Le CIES s'est étendu par l'adhésion de 6 autres syndicats en 2008. Ces 8 syndicats ont ensuite été dissous par arrêté préfectoral le 17 mars 2001. En 2011, le CIESM regroupait 212 communes, occupant plus de la moitié du territoire de la Seine-et-Marne, en représentant plus de 250 000 habitants. Par ailleurs, le 31 décembre 2008, le préfet a créé le SMERSEM. Ce sont les syndicats du Nord qui regroupent le syndicat de Claye-Souilly, le syndicat de Lagny et d'autres. Syndicat à vocation transitoire qui devait être dissous au plus tard le 30 juin 2011. Cette deuxième structure regroupe 4 syndicats d'électrification et une communauté de communes au nord de la Seine-et-Marne. Les 3 autres syndicats du Sud devaient adhérer au CIES, le syndicat du Sud-Est, le syndicat du Sud-Ouest, le syndicat de Bonne-Marie. C'est toute une mosaïque en fait dans la Seine-et-Marne, c'est dommage qu'on n'ait pas la photo. Et ainsi, ça n'a pas été, la ligne n'a pas été respectée. Ainsi, le préfet a repoussé dans un premier temps, au 30 juin 2012, la dissolution du SMERSEM.
En application de la loi du 16 décembre 2010 sur la réforme des collectivités territoriales, le schéma départemental de coopération intercommunale élaboré par le préfet propose le regroupement des 5 syndicats, le SNERSEM, le SIES, le SOSM, Suivez bien parce qu'il y a un interro à la fin. Ben, c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que tous les syndicats en fait, qui recouvrent la CNMA doivent être regroupés. Ce regroupement, approuvé par la CDC, c'est la commission départementale de coopération intercommunale, sera mis en œuvre au premier semestre 2013. C'est un arrêté du préfet. C'est vrai qu'on a changé de préfet entre-temps, donc tout s'est arrêté. Donc la dissolution du SNERSEM a par conséquent été repoussée au 30 juin 2013. C'est important, vous allez voir pourquoi. Donc l'année 2011 a été la deuxième année d'activité du SIESM en tant que maître d'ouvrage pour les travaux d'électrification et donc l'occasion de parfaire son organisation, ses procédures et les modalités de financement des communes. Pourquoi? Parce que le SIESM a comme compétence l'éclairage public, le conseil en énergie partagée, l'alimentation, le contrôle du concessionnaire EDF. Les compétences sont très vastes au niveau du SIESM, alors que les syndicats du Nord, eux, n'ont en compétence que le contrôle du concessionnaire ERDF. Ils ont juste à contrôler. C'est pour ça que la fusion a du mal à se faire, parce que le SNERSEM ne veut pas s'embarrasser de ses compétences-là. Maintenant, aujourd'hui, on en reparlera probablement au prochain conseil, puisqu'il va falloir délibérer sur une demande du préfet pour la fusion. Quand il dit la fusion, ce sont les mêmes statuts. Ça veut dire qu'on perdrait en compétences les compétences éclairage public, conseil dans l'énergie partagée, etc. Et le SIG. Hein, voilà. Donc, bon, c'était pour la petite histoire, on en reparlera au prochain conseil, puisque il n'est pas arrêté. C'est pas une petite histoire. Ben non, c'est pas une petite histoire. Voilà. Mais bon, tout laisse à penser que ça devrait aller dans le bon sens. Il faudra qu'on agisse, c'est ce qu'on est en train de faire à peu près dans ce cas. Concernant la qualité des travaux, là maintenant je vais rentrer dans l'activité du SIESM. L'analyse des formulaires d'enquête de satisfaction, ben, ils ont tous été favorables et c'est vrai que les communes adhérentes ont été satisfaites de nos prestations, hein, aussi bien au niveau travaux qu'au niveau prestations de conseil, etc. Les travaux. Alors, d'importants besoins en matière d'enfouissement de réseau ont été satisfaits en 2011, en effet. Alors, je vais parler de l'ensemble des communes du SIESM. 47 communes ont été concernées par un chantier de ce type, des chantiers d'enfouissement. Hein, on supprime les réseaux aériens pour les passer sous terre. Soit 158 km de réseau et 600 nouveaux candélabres pour un montant de 17 145 000 euros. 35 extensions de réseau ont permis de desservir de nouvelles propriétés bâties, parce que le SIESM s'occupe aussi des extensions. 27 renforcements de réseau pour les communes qui avaient des chutes de tension importantes. Dans le même temps, on a ôté aussi 4,8 km, presque 5 km de fils nus, puisque les fils nus sont vulnérables, hein, quand il y a des tempêtes, ça tombe, donc on les a supprimés. En éclairage public, en 2011, 35 communes ont sollicité le SIESM en tant que maître d'ouvrage délégué pour des travaux d'extension, puisqu'on subventionne. 236 points lumineux ont été installés, ce qui représente un montant de 126 000, un peu plus de 126 000 euros. De même, 16 communes ont sollicité les aides du SIESM pour un montant de 338 000 euros, un peu plus, afin de réhabiliter 433 points lumineux. Importante activité en éclairage public au niveau du SIESM. 56 000 euros étaient versés en subvention. Nous, on a bénéficié d'ailleurs des 5 candélabres gratuits, parce que ça fait partie. La réhabilitation des points lumineux, c'est pas négligeable, ça a engendré les économies suivantes. 200 500 MWh, 24 tonnes de CO2. Rien que pour l'année 2011. La mission de contrôle du concessionnaire qu'on assume, on le fait tous, ça répond à une nécessité de contrôler les conditions d'exploitation et du bon entretien des réseaux. Ça a été satisfait à 90% par ERDF à chaque fois qu'on avait une réclamation. C'était corrigé. Un transformateur qui est en mauvais état, un réseau qui était un peu qui penchait. Maintenant, concernant nos moyens, le siège. Le nouveau siège a été livré en juin 2011. La construction de ce nouveau siège visait 3 objectifs. Déjà la départementalisation, puisque c'était notre objectif, à l'accueil des services d'une future structure à taille départementale. La réalisation d'un espace d'exposition permanent sur les économies d'énergie, en particulier l'éclairage public. Si vous passez après le camping de Melun,
Vous verrez les bureaux du CIES, mais vous y êtes invités, vous pouvez y aller, c'est ouvert au public. Vous verrez, il y a un showroom important en éclairage public. Et ça permet à tous les architectes, toutes les municipalités de venir choisir leur matériel, de faire leurs courses au niveau du design et puis également au niveau de la technique. Le bâtiment, d'un coût de 4 millions d'euros, auquel il convient de soustraire les subventions de l'ADEME, du Conseil régional et des fonds européens. On a récupéré les fonds du FEDER. Ainsi que la vente de l'actuel bâtiment, cette construction a rapidement évolué d'un bâtiment basse consommation, au moment de la phase du projet, vers un bâtiment à énergie positive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le bâtiment du CIES fournit plus d'énergie qu'il n'en consomme en revente d'électricité à l'ERDF. On va peut-être aller s'y installer alors. Parce que... Ah, c'est bien. Et pour un coût de 3500 € du mètre carré, c'est-à-dire même pas le prix d'un bâtiment DVC. On a développé le système d'information géographique également. Ça permet, on était les principaux artisans en Seine-et-Marne sur un processus de numérisation qui permet à chacun des élus de chacune des communes de pouvoir consulter son réseau d'éclairage et par la suite, dans le cadre du guichet unique, puisqu'on est bien, de pouvoir consulter l'ensemble de ces réseaux. Ça permet également de prévoir des programmes de renouvellement, de remplacement. Toutes les communes qui sont aujourd'hui initiées peuvent consulter, dont Volpénil, qui a été une des premières mises en œuvre, qui tire au sort. Donc aujourd'hui, Volpénil est servi. Le conseil en énergie partagée, ça marche depuis cette année. Le CIES avait décidé en 2011 de créer un conseil en service en énergie partagée. Un ingénieur a été recruté en 2011. Il ne coûte rien, il est payé par l'ADEME. Les communes peuvent se voir proposer, après une analyse de leur facture énergétique, un diagnostic énergétique de leurs équipements publics, dans le but de réaliser des travaux permettant de réaliser des économies d'énergie. On a également été élus, puisque la dernière fois, on a délibéré pour demander à ce qu'on nous fasse une étude sur nos bâtiments publics. Et ça va démarrer fin d'année, parce qu'il y a une liste d'attente assez longue, mais bon, ça devrait aller. Je vais vous donner quelques chiffres, je ne vais pas vous ennuyer avec les chiffres, il y en a pas mal. Réseau HTA, 2782 km de haute tension sont les réseaux qui alimentent les transfos avant la basse tension, dont 1071 en souterrain, en augmentation de 2,1%. Les 2,1%, c'est les réseaux qu'on enfouit en fait. Il n'y a pas d'augmentation de réseau aérien, on enfouit tout. Donc ça veut dire que petit à petit, les réseaux disparaissent du ciel. Le nombre de postes, 3009, plus 0,5%. Le réseau basse tension, 2209 km, dont 995 km en souterrain, en augmentation de 3,2%, c'est le résultat de nos enfouissements. Le nombre de clients, 116 709. Pour aujourd'hui, je sais pas. Et l'énergie totale vendue, alors là, c'est 1 TW, 225 kW, mégawatts, 662. Et peut-être un peu plus aujourd'hui. C'est important. Merci Monsieur Gard pour... je n'ai pas compris tous les acronymes, mais je crois avoir compris l'esprit et l'importance du syndicat, du rôle que vous y jouiez, puisque vous y jouerez, et qui quelquefois concerne et intéresse au premier chef la lutte de Volpénil. Est-ce que sur les terawatts et autres formules, y a-t-il des questions, chers collègues? Dominique, tu as... Juste savoir s'il y a prévu un programme d'enfouissement sur la commune de Volpénil dans les années à venir. C'est pas le CIES qui prévoit, c'est la commune qui demande, et nous on devient maître d'ouvrage à ce moment-là. Et on est subventionné. Ce qu'il y a, c'est que les subventions dans le cadre des communes urbaines, enfin, oui, je vais abréger sur les communes urbaines, les subventions ne sont pas les mêmes que dans les communes rurales. Pourquoi? Parce que la taxe, la fameuse taxe dont on a parlé la dernière fois, c'est la commune qui la touche, donc les subventions ne sont pas les mêmes. Et on touche moins de subventions dans les communes urbaines que dans les communes rurales, où la taxe va directement au syndicat. Mais c'est vrai qu'il existe encore des lieux dans votre pays où on gagnerait en effet à avoir de l'enfouissement, mais qui est devenu très coûteux, très coûteux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc je soumets, c'était un rapport d'activité, ça ne nécessite pas de vote, monsieur le directeur général ou... Non, est-ce que vous êtes d'accord pour prendre acte collectivement
Merci. En revanche, nous avons cette fois-ci délibéré et je donne la parole à Anselme Malmassari concernant le fonds de concours de la communauté d'agglomération Melun-Val de Seine. Oui, alors comme tous les ans, la communauté attribue un fonds de concours pour tous les équipements qui ont un caractère unique dans la communauté et qui occupent un rôle central. C'est le cas de la bibliothèque, donc 11 communes de la communauté fréquentent cette structure. Fréquentation hors Golbénil de pratiquement 30%. Donc on a un fonds de concours de 53 062 euros qui nous est attribué donc, par la communauté d'agglomération. Je vais demander de voter cette subvention. C'est donc une recette et non pas une dépense. Alors, y a-t-il des questions concernant cette subvention de la communauté d'agglomération? Bien, je mets au vote. Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? Il y a l'unanimité. Ah, pardon. Ah, c'est vrai que oui, notre collègue Dumont est sorti un instant, mais on nous posera la question, on acceptera une petite dérogation. On profite de son absence. Ah, monsieur Dumont, vous nous avez manqué. Je suis désolé. Est-ce que vous êtes d'accord, monsieur Dumont, pour que la communauté d'agglo nous accorde une subvention de 53 062 euros et 14 centimes? Ah, je vous demande votre vote. Vous êtes d'accord? Eh bien, c'est donc à l'unanimité que cette délibération est prise. Alors, ensuite, deuxième toujours pour le ministre des Finances, un avenant. Ah, non, c'est monsieur Tafouro qui rapporte. Alors, autant pour moi, monsieur Tafouro, vous avez la parole concernant un avenant au marché location longue durée de véhicules. Oui, donc un de nos agents, après un arrêt de maladie de longue durée, a repris aujourd'hui son activité qui concerne, qui consiste à suivre, distribuer le courrier dans les différents services et également à emmener entre autres les enfants du groupe scolaire maternel Romain Roland jusqu'à la cantine le midi et les emmener et les ramener à l'aide d'un véhicule. Les conséquences de sa maladie font qu'aujourd'hui il a un handicap lourd qui nécessite pour qu'il puisse effectuer son activité un véhicule adapté, un véhicule qui aura donc une boîte automatique. Donc pour cela, il vous est demandé d'autoriser M. le maire à signer l'avenant avec la société SAML, SAS à Grigny, sachant que le loyer annuel pour ce véhicule est supplémentaire, mais annuel, est de 4 105,25 €, un véhicule de cette classe. Voilà, y a-t-il des questions concernant cette délibération? Je soumets au voix. Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Alors, toujours concernant le secteur des travaux, M. Tafouro, concernant un nouvel avenant au marché de construction du terrain de gazon synthétique de la Buissonnière. Oui, donc le marché, suite à l'appel d'offres, a été notifié le 6 avril 2012, mais en préalable donc, à la notification de ce marché, il a fallu donc écrire un appel d'offres et pour constituer cet appel d'offres, la commune a fait réaliser sur le site de la Buissonnière, à de construction bien sûr, des sondages pour vérifier donc l'état du sol. Donc celui-ci a permis de déterminer un certain nombre d'actions qu'il a fallu mener et qui étaient inscrites dans l'appel d'offres. Entre autres, il fallait décaisser toute la surface du terrain, déjà de 30 cm, pour évacuer donc des terres qui n'étaient pas correctes pour une bonne assise donc, de cet équipement sportif. Et ensuite, les travaux ont commencé, et là, ils se sont aperçus qu'il fallait de nouveau, et ça on ne pouvait pas le voir au moment donc, des sondages qui avaient été faits au préalable. D'autres sondages ont permis de constater qu'il y avait encore des points faibles à l'endroit où était assis donc, le terrain synthétique, et donc il fallait le purger, et après avoir purgé ça, mettre donc des granulats qui respectaient donc toutes les normes nécessaires. Donc cela a été fait, et cet avenant concerne aussi une
deuxième réalisation, qui est un drainage. Il y avait un drainage donc, sur la totalité de la surface du terrain, mais là, il a fallu aussi ajouter un drainage supplémentaire le long du Merlon, qui se trouve, donc, qui est constitué donc contre-terrain qui a été réalisé. Donc l'ensemble de ces deux suppléments s'élève à 46 135,94 €, répartis pour le premier, ce qui concerne donc l'assise de Graves qui a été rajoutée à en gros 75% donc, de ce montant-là, et le drainage pour 25%, en gros. Donc voilà. Donc il vous est demandé donc, d'autoriser M. le maire à signer l'avenant numéro 1 à ce marché. Y a-t-il des questions concernant cet avenant, M. Michel Gard? On pourrait préciser qu'il s'agit du stade de la Buissonnière, puisqu'on en a deux en travaux actuellement. Oui, juste, il s'agit bien en effet du terrain synthétique de la Buissonnière, et pas du terrain de la Mare des Champs. Pourquoi je dis Auchan, Mare des Champs? C'est une des publicités, je peux souvenir pour le fromage. Donnez-moi un peu de ton fromage, un bel Deschamps. Bien, pas de mots sérieux. Y a-t-il des questions concernant cet avenant? Non, je rappelle tout de même qu'on était en deçà au budget final de ce que nous avions prévu au budget primitif. Alors je mets aux voix, y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? Pour Alain Vallot. Pour Alain Vallot, ça fait 2. Antoine Franzi. Et donc vous êtes 4 à vous abstenir. Non, 2. C'est ah bah, demandé les abstentions. Ah oui, j'ai pas encore fait. Je n'ai levé qu'un, enfin. Vous prenez la main droite, je me suis dit, tiens, la main gauche. Non, Il y a la main une gauche, signification. Antoine Franzi, la main droite, c'est moi. Un signe. Ouais, Excusez-moi, donc il y a bien 2 abstentions de messieurs Franzi et Vallot. Bien, je vous remercie. Cette fois-ci, je pense que c'est de nouveau M. Malmassari qui reprend la main et la parole concernant l'attribution, l'autorisation de signer un marché sur les services de télécommunication. Nous parlons beaucoup ce soir. Oui, donc il s'agit d'autoriser à signer le marché de fourniture de services de télécommunication. Vous savez qu'on a fait un appel d'offres pour les télécommunications en 2 lots. Donc il y avait le premier lot qui concernait la téléphonie mobile et fixe. Alors on a fait une convergence, c'est-à-dire qu'on est obligé de répondre sur les deux, qui est séparé. Et le lot 2 qui concerne la connexion Internet. Alors le lot 1 il a été attribué à SFR pour un montant de 30 178 €. Donc le plus qu'on a là, c'est que toutes les communications fixes vers mobile interne seront gratuites. Et toutes les communications fixes en interne, c'est-à-dire que tous les équipements de la commune sont gratuits. Alors qu'auparavant, on avait uniquement la gratuité sur les équipements qui étaient reliés par l'autocommutateur, c'est-à-dire la ferme des jeux, la mairie, l'Arcadur et les services publics. Quant au lot numéro 2, il a été attribué à France Télécom pour un montant de 12 728 €. Donc en fin de compte, France Télécom nous fournit une ligne 2 x 4 mégaoctets, donc c'est 2 lignes secourues. C'était le gros avantage qu'il avait sur l'autre concurrent. Et voilà. Donc ça concerne Internet, ça ne concerne pas, on a encore quelques Internet isolés. Sur l'école de musique, Romain Rouchon, particulièrement les écoles. Donc petit à petit, on va les éliminer, puisqu'on va mettre des antennes. Et donc chaque fois qu'on mettra une antenne, l'Internet des écoles réintégrera le forfait global de France Télécom. Voilà, donc il vous est demandé de autoriser à signer le monsieur le maire ces 2. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? Monsieur Pratola, vous avez la parole. C'est pas une question, c'est une remarque. Nous voudrions avoir 2 votes séparés entre le lot numéro 1 et le lot numéro 2. D'accord. Vous êtes fâché avec Internet? Non, vous verrez. Non, vous voudrez séparer les votes. Non, non, mais ça pose aucun problème, parce que c'est aimablement demandé. Donc, alors je décompose la délibération. Donc, je mets aux voix le lot numéro 1 dit de téléphonie fixe. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Voilà, donc c'est 5. D'accord. 5 abstentions. Très bien. Adopté. Non, mais je fais attention. Et je mets au voix ensuite sur le lot numéro 2 concernant l'accès Internet.
des services. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Eh bien, Orange fait l'unanimité. Je vous remercie. Alors, nous continuons, monsieur Malmassari, sur une décision modificative Donc c'est du la budget communal. première décision modificative du budget 2012. Donc principalement ça concerne donc, pour un montant de 5 990 €. C'est un transfert de fonctionnement en investissement, ça correspond aux fournitures scolaires, donc tous les ans on les met en fonctionnement, et suivant ce qu'ils utilisent, si ça passe en investissement, c'est un transfert en investissement. Donc ce sont les mêmes dépenses. 12 761, c'est le fonds de péréquation des recettes fiscales, intercommunales et communales, le FPIC. Alors je l'avais un petit peu évoqué au DOC, ça fait partie de la réforme fiscale. Aujourd'hui, on est dans un mode fédéral au niveau des collectivités. Donc les communautés riches abondent les communautés moins riches. Donc il s'avère que la communauté est une communauté riche, puisque en gros, elle va abonder sur une hauteur à peu près de 120 000 €. Alors les 120 000 € sont répartis sur les 14 communes de la communauté. Et donc nous, on est contributeurs pour un montant de 12 731. Alors en sachant que Melun-Marie-le-May, eux, sont exemptés, puisqu'ils touchent le plan de solidarité urbain, donc ça les exempte de payer ça, et c'est la communauté qui paye à leur place. Pour le public, le DOB, ça veut dire débat d'orientation Excusez-moi, budgétaire. débat d'orientation budgétaire. Voilà, on nous avait interpellé lors d'un dernier conseil municipal, donc il faut qu'on soit plus, voilà, moins spécialiste et un peu plus vulgarisateur. C'est ça. Termes techniques. Donc après, il y a un montant d'1 million, donc on a réintégré le solde de la vente des terrains rouges, donc on les a mis en recettes compétences. Et il y a aussi un montant de 11 637 € qui est une subvention, enfin c'est pas une subvention d'assainissement, c'est reversé à la CAMS, c'est suite au bassin fait sur le square, 19 mars. du 19 mars. Donc on avait fait faire des petits travaux de parking, et donc c'est une règle, c'est la communauté qui l'avait fait, et nous on le rend. Ils avaient en fait avancé. Ils avaient avancé en fait. Donc voilà des décisions modificatives de numéro 1 sur le budget de numéro 1. Voilà. Y a-t-il des questions, des éclairages? Non? Eh bien, je mets au vote cette décision modificative du budget. Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? Alors là, ça se démultiplie dès les pas. 2, 4, 5, 6, 7, si je ne m'abuse. Eh bien, voilà, je vous remercie. Adopté. Toujours, non, là, je donne la parole à M. Jean-François Chalot, si je ne m'abuse, concernant l'attribution des subventions 2012. Non, c'est ça? C'était M. Chalot ou M. Bonnassari? M. Chalot. Oui, ça c'est marqué, les crédits nécessaires étant disponibles au budget 2012, il est demandé au conseil municipal d'accorder les subventions suivantes, et vous avez la liste des... Oui, mais je vous invite, puisqu'il y a du public qui n'a pas les délibérations, s'il vous plaît, à lire ces subventions, même si ça peut être un peu fastidieux, mais il y a peut-être ici des gens qui sont membres d'associations. Voilà, faisons ce petit effort. Voilà. Monsieur le maire, merci. Volpénil Judo, 6 293 €. USB gymnastique harmonique et rythmique, 896 €. Vo Yoga, 550 €. USB tennis de table, 1810 €. USB basket, 7820 €. USB karaté, 1464 €. USB cyclotourisme, 350 €. USB tennis, 1000 €. USB pétanque, 182 €. MPS La Rochette volleyball, 2950 €. Volpénil athlétisme, 4368 €. La Rochette Volpénil football club, 5849 €. Club d'éducation canine, 150 €. Abomoto, 1260 €. Et USB gymnastique volontaire, 250 €. Merci. Comme dirait Rostand, il l'a bien dit. J'ai une question pour nous-mêmes. Il s'agit
du versement d'une partie pour certaines ou de la totalité qu'on vient d'évoquer là sur le budget 2012. Voilà, c'est le solde. Enfin, je dis pour le public parce que quelquefois on vote en deux fois. C'est donc le solde, ça ne représente pas, en tous les cas, la totalité de la subvention que nous versons aux associations. Il y a une tradition de voter et d'attribuer un premier montant au premier trimestre et le solde en fin d'année. Merci Monsieur Chalot. Y a-t-il des questions concernant cette longue liste? Non? Eh bien, je mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? À l'unanimité, je vous remercie. Alors, nous passons au volet personnel. Alors, j'aurais dû excuser M. Jacob qui était retenu. Il doit être sur la route, le pauvre, en raison de son travail. Donc, au pied levé, Anselme a accepté de rapporter les délibérations de notre collègue. Donc, je vous demande d'être plein de mansuétude, même si... Ah, j'aurais oublié quelque chose. Non, c'est bien... Voilà, j'avais eu tort, monsieur le premier adjoint. Vacation horaire pour le service sport. Oui, alors vacation horaire pour le service sport. Donc il vous est proposé de modifier les conditions d'intervention du professionnel qui assure pour la commune les séances de multisport et de retraite sportive. Alors elle est actuellement rémunérée sous le statut d'auto-entrepreneur et sous forme de prestation de service. Donc on se propose de la rémunérer aujourd'hui sous forme de vacation, sachant que cette somme a un effet nul budgétairement. Donc on aurait une vacation avec un taux unique de 36,50 € par heure travaillée. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? Juste une question, je voulais savoir le nombre d'heures qu'effectue cette vacation. Alors elle fait 3 heures le mercredi et 1 heure, enfin elle fait 4 heures par semaine. 4 heures par semaine dans les vacances hors scolaires. Alors, vous aviez la parole, monsieur Dichido. Comme je l'ai lu, je faisais les mêmes erreurs que vous. Je levais le doigt, puis je parlais tout de suite, puis un jour on m'a dit non, il faut juste demander. C'est une remarque très correcte. Y a-t-il d'autres questions? Non? Je mets au voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Détermination d'une indemnité assistante maternelle. Monsieur Malmassari, toujours? Ou... Oui, là aussi au pied levé, parce que Nadine Dallangine qui devait rapporter. Oui, voilà. Voilà. Ok, donc il s'agit en fait d'une détermination de l'indemnité assistante maternelle. Il s'agit, considérant l'accueil d'enfants handicapés en crèche familiale, il s'agit de majorer d'un demi-forfait pour le suivi particulier et le travail supplémentaire engendré. Donc évidemment, cet handicap, il est identifié par la maison départementale pour l'handicap, la MDPH, et qui relève aussi d'un suivi du centre d'action médico-sociale. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui est reconnu au niveau de l'handicap. Et donc, on majore d'un demi-forfait. Et quelqu'un qui a un enfant plus un enfant handicapé, il aura 2,5 au niveau des forfaits. Car je précise aussi que de surcroît pour la personne qui accueille un enfant souffrant de handicap, elle est soumise à une contrainte du nombre. Vous savez qu'elle ne peut pas avoir un nouvel enfant parce que ça suppose une attention, un travail, nul besoin ici, pour ceux qui le connaissent ou qui peuvent l'imaginer. Voilà, donc nous souhaitons abonder et accompagner voilà, cet effort supplémentaire pour qualifier les choses. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération? Monsieur Prato, la parole. J'avais posé la question en réunion des présidents, oui. Ça ne pourrait pas faire réponse là, mais je voudrais la compléter. À partir de quel âge la MDPH décide de l'invalidité? Ça me paraît surprenant pour une assistante maternelle. Je pense, monsieur. Alors, je pense que c'est. Handicap. Il y a un âge pour. C'est des assistantes maternelles, si c'est des enfants qui ont 1 an, 2 ans, je ne sais pas si c'est des PH. Je crois que vous avez raison. Hein. Je pense qu'il y a. C'est pas une colle, mais en tout cas, c'est une question à laquelle on n'a pas forcément la réponse dès ce soir. Je crois néanmoins que son avis, quel que soit l'âge, est obligatoire. Parce que notamment, quand quelquefois il faut consentir des aménagements et qu'il y a par exemple une demande de subvention, je crois que c'est la MDPH qui est compétente. Mais on va vérifier ce point-là. On est un peu désolé, mais notre collègue Nadine n'est pas là, il maîtrise toutes ces questions-là. Donc, nous répondrons au prochain conseil municipal sur ce point particulier, de connaître la tranche d'âge sur laquelle la MDPH, donc c'est la maison départementale pour personnes handicapées,
qui relève du Conseil général, qui est compétente concernant la gestion, le suivi du handicap, si vous me permettez cette expression. Une autre question, monsieur Pratola. Donc si on ne rentre pas dans le critère d'âge, il faudrait que nous désignions un organisme, une personne habilitée, un médecin, un collège, pour pouvoir décider du handicap. Parce qu'on ne peut pas prendre une décision comme ça. C'est important. Non mais je voudrais juste demander. Non, parce que. non, mais oui, mais c'est quand même un enfant qui fait l'objet d'un suivi, du centre d'action médico-sociale précoce. C'est pour cela que je pose la question, qui est l'organisme? Mais c'est le département. On pourrait dire cet enfant est handicapé ou pas handicapé. Parce que c'est une double, vous savez, monsieur Pratola, c'est une double compétence du Conseil général. Voilà. Sur ce secteur de la petite enfance, c'est une qualification, et ensuite sur le handicap. Donc il est habilité, vous savez, c'est comme au temps on avait les fameuses commissions Cotorep qui étaient qualifiées, notamment pour le monde adulte, le monde salarié, qui déterminaient le niveau de handicap, comme ça nous arrive quelquefois dans le monde professionnel. Donc je suis quasi certain que c'est le département qui est entre 0 et 3 ans, quasi certain. Ensuite, vous avez posé une question qui mérite d'une réponse précise. Et donc, il l'est par ailleurs sur le handicap. Donc, c'est la collectivité compétente. Enfin, je vous renvoie à la loi et au décret d'application. Ça fixe précisément les compétences des départements. Donc, nous, quand on vient nous voir, quand les parents sollicitent nous, ils arrivent bien évidemment avec un document qui l'atteste. Voilà. Mais sauf si vous-même, vous avez peut-être une remarque qui peut nous instruire. Je voulais savoir, voilà. Si vous voulez, on ne peut pas prendre une délibération si on n'a pas ces éléments que vous venez de citer là maintenant. Oui. Non, mais voilà. Sinon, la délibération, si vous voulez, la délibération ne serait pas valable. C'est pour ça que je tiens à vous prêcher un convaincu pour les enfants handicapés. Non, mais de toute façon, qu'on ne soit pas refusé à la préfecture. Qu'est-ce que vous voulez Mais pour moi, c'est le centre d'adaptation. Monsieur Malmassa n'avait pas la parole. Je vous donne la parole. Monsieur Malmassa, vous avez coupé la parole, monsieur Pratola. Je vous donne la parole. Et chers collègues, deux fois sanctionné ce soir. Nous lui retirerons 1 000 € de son budget. Monsieur Malmassa, je crois que c'est le centre d'action médico-sociale précoce. C'est ça ou la DPH? C'était ma question, ça me suffisait. C'est un service départemental, merci monsieur Michel. Donc c'est le département, mais nous vous produirons une courte note écrite, et je vous laisserai le soin de la répercuter à vos collègues si vous souhaitez. Je ferai de mon part sur l'âge des enfants, mais quasi certain que ça couvre les deux. Donc sur cette délibération, on ne voulait pas apporter d'amendement? Non. D'accord, ok. Mais je vous ai mis juste en garde. Non, mais pas mis en garde. On m'avait interrogé. Mettre en garde, c'est autre chose. Prends garde à toi. Quand on est interrogé, on est en garde. Bon, acte 2, scène 4. Alors, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? Adopter à la l'unanimité sous réserve de produire une réponse à la question qui a été posée par notre collègue Pratola. Les beaux jours arrivent, les vacances sont proches, il nous faut quelquefois créer des emplois saisonniers. Monsieur Malmassari, voulez-vous des pensées? À l'occasion des vacances d'automne et des vacances de Noël, je vais proposer de renforcer les équipes chargées de l'encadrement des enfants et des jeunes bénévoles qui fréquentent le centre de loisirs. Donc, ce renfort temporaire concerne 4 postes pour les vacances d'automne et 3 postes pour les vacances de Noël, détaillés dans les délibérations. Donc, il vous a demandé donc de... Alors, pardon, monsieur Malmassari. De voter pour cette création de postes. Si, c'est moi qui vous coupe la parole. Ça façon heureux. Y a-t-il des questions concernant ces créations de postes saisonniers pour les centres de loisirs? Monsieur François, là, vous avez la parole. Pas sur la création de postes et des besoins saisonniers, mais j'ai posé la question au réunion des présidents. Nous désirions avoir le tableau du taux d'encadrement par activité scolaire et périscolaire par rapport aux enfants. C'est-à-dire, que voulez-vous précisément, monsieur Pratola? Le taux d'encadrement. Un encadrant pour 10 gamins entre le tennis, enfin le parc Franjal, ce qui est prévu au niveau de... Mais qu'est-ce qui se passe ce soir? J'ai l'impression que vous contestez. Je vais donner la parole à ceux qui veulent lever le doigt. Monsieur Malmassari, vous êtes sanctionné pour n'avoir pas demandé. Monsieur Chalot, puis monsieur Malmassari.
Bon, les taux d'encadrement sont connus, ils sont régis par la jeunesse et sport et là maintenant la cohésion sociale. C'est 1 pour 8 et 1 pour 12. 1 pour 8 pour les 0 à 6 ans et 1 pour 12 au-delà. Monsieur Malmassari. Alors, oui, alors 1 pour 8, 1 pour 12, donc ça concerne l'accueil des loisirs. Et pour les accueils périscolaires, c'est 1 pour 10 pour les enfants de moins de 6 ans et un animateur pour 14 enfants pour les plus de 6 ans. Je rappelle que nous avions déjà eu ce débat il y a quelques temps en conseil municipal, et je vous renverrai au tableau qui faisait référence. Néanmoins, ce que je vous propose, puisque je devine la question qui est sous-jacente au niveau du gouvernement, nous aurons bientôt un débat d'orientation. Mais oui, mais vous savez, dans la vie, c'est comme en amour, on ne pose jamais de questions par hasard. Ou alors, ce serait vous prêter moins d'intelligence que vous n'avez. Vous posez des questions d'amour. Non, mais... Vous connaissez la phrase de Molière. La phrase de Molière. Les femmes savantes, acte 1, scène 1. Scène 3. Non, scène 1. L'amant, c'est celui qui aime et qui est payé de retour. Et l'amant, à l'époque, c'était l'ami. Donc je vous paie de retour. Donc je devine votre pensée. Enfin, je me permets, comme vous le faites de temps en temps, parce que je vous propose. Donc, écoutez, on aura bientôt un débat d'orientation budgétaire sur lequel on va débattre collectivement des questions touchant au personnel, à la politique de petite enfance. Nous vous produirons à ce moment-là, même s'ils sont disponibles, ces tableaux, il n'y a aucun problème, ils peuvent être édités à tout moment, parce que par définition, ils sont aussi soumis au contrôle de l'État. Encore cet été, comme c'est de règle, il y a un inspecteur de la jeunesse et des sports qui est venu à notre visite. On a rencontré avec Madame Chevier, 2 reprises, Monsieur Tarragon, pour ne pas nommer le bien célèbre. Donc voilà, et la première chose pour vous assurer, 2 Tarragons, de surcroît, originaire de ville espagnole. Et donc, bien évidemment, la première chose qui est vérifiée par un inspecteur et à tout moment il peut intervenir, c'est le niveau d'encadrement par rapport au tableau des effectifs. Donc, rassurez-vous, parce que je veux vous rassurer, M. Papola, le niveau d'encadrement est bon, voire très bon. Nous produirons ces résultats et vous nous direz ensuite ce que vous en pensez. Donc, attendez-vous à une question de ma part pour une fois. Oui, Ah non, non, non. Rappelez-vous, souvent je vous demande de motiver vos votes et je pense que ça va venir. Je regrette que tu n'aies pas demandé à M. Patola de motiver son vote sur RCFR. J'ai pas compris. Ah, moi j'ai pas osé. Non mais, j'ai pas osé. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pardon. On revient. Il faut savoir aussi de temps en temps ouvrir quelques parenthèses. Y a-t-il d'autres questions concernant cette délibération? Non? Je vais au voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie, sous réserve de produire le tableau au moment du débat d'orientation budgétaire, si vous acceptez cette augure et cette date, de façon imminente, puisque nous aurons bientôt le débat d'orientation budgétaire avant la fin de l'année. Je me souviens. Vous vous souvenez de l'engagement? Vous allez voir. Ben, c'est comme la fibre optique. En général, quand on prend un engagement, on arrive des fois à les tenir, voire très souvent. Alors, autre délibération que je confie à notre collègue Malmassari sur les chèques cadeaux. Oui, donc c'est l'acquisition de chèques cadeaux pour les enfants du personnel communal. C'est vrai que depuis 2009, après avis favorable des agents municipaux, la municipalité a opté pour l'attribution de chèques cadeaux dont l'utilisation est appréciée pour sa souplesse et sa liberté de choix. Des chèques cadeaux, hein. Alors, chèques cadeaux. Oui, chèques cadeaux. Pas les chèques. Alors, la liberté, elle est encadrée puisque sur le chèque est spécifié que ce dernier ne peut être utilisé que pour l'achat de jeux, de vêtements, d'articles de sport ou de matériel audiovisuel. Il vous est donc proposé d'attribuer à chacun des 213 enfants des agents communaux un chèque cadeau d'une valeur de 25 €. Pour une dépense de 5 341 €, frais de gestion compris, frais de gestion de 16 €. Y a-t-il des questions concernant la préparation de Noël? Monsieur Santové, l'an dernier, les chèques cadeaux, mais bon. Vous regrettez le sapin? Oui. Moi aussi, franchement, moi aussi. Les yeux lumineux, les boules qui brillent. Voilà, exactement. Et après, il y a un principe de réalité, c'est que vous êtes peut-être venu une fois, puisque vous étiez convié au Noël du personnel, et force est de reconnaître qu'il y avait une désaffection, parce que les Noëls se multiplient dans les entreprises, les supermarchés, bref. Et puis la disponibilité d'organisation, donc c'était beaucoup de temps de travail pour nos services, beaucoup de temps d'organisation, donc quelquefois on fait des choix de gestion, et puis c'était même, on a consulté le personnel surtout,
demander son avis. Et c'est la raison pour laquelle feu le sapin et vive l'échec Cadoc. Voilà. Qui j'espère font des heureux malgré tout avec un petit pouce de la mairie. Je mets au voie ces chèques cadeaux sur Cadoc. Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. On semble plus personnel. Eh bien, je crois que nous sommes arrivés au terme des délibérations du soir. Au titre des remerciements, avec un souvenir ému, une carte que nous a envoyée Madame Vito, pour la remercier de la GER, nous remercier par l'ensemble du conseil municipal, car j'avais pris l'initiative en notre nom à tous de faire déposer une GER, quelques-uns avoir assisté aux obsèques de M. Vito. Donc Madame vous adresse un petit mot de remerciement. Et ensuite un remerciement du district 77 Sud. Donc le district 77 Sud, c'est un club de football. Voilà. C'est le district, pardon, oh là là. Depuis qu'on a fait match nul, je suis un peu troublé. C'est le district de football qui nous remercie pour une mise à disposition de nos équipements le 29 septembre 2012. Et c'est signé du directeur administratif, je fatigue, monsieur Bruno Lellet. Voilà, nous avons fait le tour. Y a-t-il des questions diverses au sein du conseil municipal de la part de notre collègue élu? Monsieur Pratola, pardon. Alors, il y a deux conseils municipaux, c'est-à-dire le 6 septembre, quand nous avons parlé des locations de salles, où j'avais apporté un complément d'information dans un léger doute en ce qui concerne les locations de salles et des éventuels prix d'entrée que certaines associations auxquelles on a peut-être fait une salle gratuite et bien entendu en dehors des associations de Volpénil, quelles qu'elles soient, et vous m'avez dit si vous avez un élément, apportez-moi cet élément. Ne le prenez quand même, je n'ai pas compris ce que vous me disiez. Mais je vous dis, pas grave, j'ai pas compris, pardon. On va recommencer. Ouais, oui. Au conseil municipal du 6 septembre 2012, au moment de la délibération de la location des salles, on parlait de la buissonnière qu'on prêtait à une association de Melun parce qu'ils refaisaient la salle des fêtes de Melun, j'avais posé la question en ce qui concerne les éventuelles associations auxquelles nous prêtions une salle et qui faisaient payer un droit d'entrée après pour leur activité. Oui, et vous m'aviez répondu, si vous avez un cas, vous me présentez. Et vous en avez un. D'après vous. Je suis tout et je dis j'en parle pas. Comme au dernier conseil municipal donc, du 27 septembre, au moment c'est le conseil pour les travaux faits dans le lycée, vous m'aviez déclaré à la dérision, je vous ai dit bon, on va aller jusqu'au bout de la dérision, vous m'aviez dit vous allez jouer les inspecteurs Colombo. Alors j'ai joué les inspecteurs Colombo, et si vous avez suivi ce feuilleton-là, vous savez que l'inspecteur Colombo arrive toujours à ses fins. Eh bien, il y a un épisode où il n'y arrive pas. C'est vrai. Non, alors, c'est vrai qu'on peut revenir en arrière. Bon, je vais peut-être pas me faire des amis de ce que je vais parler ce soir, mais il faut que je vous apporte quand même cet élément de choses. Il y a eu une manifestation qui s'est passée à Volpénil le 26 mai 2011. Dire ça date de loin, mais voilà, il y a des gens qui sont allés à la vidéo, qui ont vu nos déclarations et m'ont rapporté l'information. Vous voyez que la vidéo peut servir à ça aussi. Et donc j'ai fait mes recherches, j'ai joué l'inspecteur Colombo et je me suis aperçu qu'il y a eu une salle qui a été réservée donc, le 26 mai 2011 à la Maison des Associations et il y a eu une manifestation qui a été organisée par le PEP 77, Attaque 77 Sud, les Amis du Monde Diplomatique 77 et Famille laïque de Volpénil. Ils proposaient une conférence gesticulée de sur le pas, etc., avec un prix d'entrée de 6 €. Alors on peut dire que ça peut être une démarche. Excusez-moi, monsieur, arrêtez. Laissez-moi juste la liste des associations. Je vais vous la redire après. Donc ça peut être une
démarche, on va dire, ludique, etc. Mais il faut savoir que ce genre de choses, c'est un but politique. J'ai fait des sites, récits contre politique, autres récits non autorisés. Bon, dans les associations, on parle de tout, de privatisation, enfin bon, peu importe, c'est pas là le sujet. Donc, je réponds à vos questions. C'est le PEP 77, Attaque 77 Sud, les Amis du Monde Diplomatique 77 et Famille laïque de Volpénier. Ils proposaient une conférence gesticulée de la SCOP. Je pourrais vous donner le dossier. Voilà. Donc, j'ai cet élément-là. Donc, c'est la question. Est-ce que ça peut se reproduire, puisque maintenant vous vous alertez. Est-ce qu'Attaque a frappé une nouvelle fois? J'en sais rien. Mais vous vouliez un élément, vous avez l'élément, j'ai joué l'inspecteur Colombo et je vous présente le dossier. Merci, monsieur Fratola. Alors, premiers éléments de réponse. D'abord, je constate qu'il y a quelques associations pays vauxoises. Je rappelle qu'il n'y a pas d'effet rétroactif à la délibération que nous avons prise, puisque ça a eu lieu le 26 mai 2011. Pour être franc, je ne connaissais pas, je me souviens, enfin je crois me souvenir un tout petit peu qu'il y avait une soirée dite politique, et je vous rappelle la règle à Volpénil, c'est que lorsque les associations ou les partis politiques veulent faire des réunions, vous-même vous en avez fait avec votre parti, elles sont mises à disposition gracieusement, pendant les temps électoraux et hors temps électoraux, à une exception près que vous connaissez. Voilà, un seul parti qui n'aura pas de droit de citer ici. Voilà, après, on peut en discuter, c'est chacun ses convictions. Mais mon prédécesseur, c'était le cas, et je pense que ça continuera. Après, y a-t-il eu 6 € de contribution entrée? Alors là, je vais à mon tour mener la contre-enquête, parce que c'est avant notre délibération qui fixe des règles. Oui, c'est pour ça qu'on a fixé des règles. Après, sur ces 6 €, quel était l'usage qui en était fait? Est-ce que c'était pour une participation, quelquefois, à quelques frais de bouche ou autre? Mais je ne sais pas combien il y avait de personnes. Oui, c'était une réunion politique, de toute évidence. Je vais vous citer les signataires. Je en connais quelques-uns. Attaque 77, PEP. C'est syndical. MPEP. Ah, MPEP. Elle est mal prononcée. C'est facile de prononcer ça. J'ai pas dit une, par exemple. Bref, bon, bah écoutez, pour moi, il n'y a pas de. Enfin, juste été plus mal à l'aise si ça s'était produit récemment, même qu'on avait délibéré, M. Protonor. Là, j'aurais fait un mandat de rapport. Ça remonte à avant. Je peux vous citer d'autres cas avant. Il est survenu par le passé qu'à la Buissonnière, des gens organisent, vous savez, des festivals qui étaient payants. C'était des associations tierces, extérieures. Je pense notamment au festival de reggae. On était typiquement dans ce cas de figure. Et ils ont fait payer les entrées aux jeunes qui sont venus, alors même qu'il y avait une mise à disposition gracieuse de la commune pour cette soirée. Deuxième cas, sans faire l'inspecteur Colombo. Donc voilà, on pourra ensemble, de manière rétroactive, trouver, je pense, d'autres cas de location, mais à l'avenir, vous connaissez la règle. Monsieur Cartius. Non, mais simplement, j'ose espérer que la règle, je ne me rappelle pas dans la délibération que nous avons prise en septembre, si on avait évoqué ce que vous avez rappelé à l'instant, M. le maire, à savoir que les salles sont mises à disposition gratuitement des associations, des syndicats et enfin, des organismes à dimension politique. Alors d'abord parce qu'il n'y a pas beaucoup de demandes, et secondo parce que ça me paraît tout à fait normal que l'on contribue à, je dirais, permettre à ce que qui le souhaite anime des réflexions, et c'est tout à fait légitime. Vous en avez bénéficié, comme le disait monsieur le maire. Et peu importe qu'il fasse payer une entrée ou pas, parce que ça les regarde, hein, c'est pas. Bon, je pense effectivement le seul parti politique là-dedans, c'est le PEP, qui est un minuscule parti, autant que je sache. Si, c'est un parti politique. Et comment dirais-je, à mon avis, il ne bénéficie pas des subventions ou des les autres partis qui ont pignon sur rue après les élections, etc. Bon, qu'ils fassent payer une contribution à ceux qui participent à un débat où on a fourni peut-être du matériel ou autre, ça me paraît leur droit le plus absolu.
bon, voilà, où on remet en cause la règle de prêt pour les organisations politiques, on la remet pas en cause. Et il faut distinguer, je pense, si on est dans l'exercice de droit, une mise à disposition d'une location. Je rappelle que la délibération portait sur un élément contractuel qui s'appelle un contrat de location. Parce que si je force le trait, que diront-nous demain aux associations de parents d'élèves qui, par exemple, quelquefois organisent dans des manifestations une vente un peu symbolique pour qui une tarte, un petit verre de... Parce que ça alimente souvent la caisse des écoles. Non mais c'est pas ce que vous avez dit. Je dis juste qu'il faut bien distinguer. Et en cela, pardon de le dire, votre investigation était nulle et non avenue dans la mesure où ce n'est pas un contrat de location. C'était une mise à disposition. Ce qui fixe bien la délibération de la dernière fois, si je peux me permettre. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions au sein du conseil municipal? Non, mais je vois que vous visitez notre site, ça me réjouit. Quel site? Parce que c'est sur le site que vous l'avez vu. Oui. Ah non. Ah, j'ai compris que c'était sur le site, non. pardon. Quand Internet fonctionnait, une tranche d'horaire où ça fonctionnait, j'ai pu aller faire des recherches. Il y a du temps que vous déménagiez, moi, parce que... Comment? Non, je dis ce qu'on il y a du temps que vous déménagiez, parce que vous attendez, il faudra vous armer de patience. Bien, y a-t-il d'autres questionnements? Eh bien, écoutez, la séance du conseil